feed, on sait qu'on est aimé ou détesté. Les autres entrepreneurs me détestent parce que je suis là, moi, pour faire ce que j'ai toujours fait, le barouf. On lance l'aventure en janvier 2017. 3 ans après, on est 100. On est présent dans 40 pays. C'est une croissance qui est violente. On a levé beaucoup d'argent. Alors que tout allait bien dans notre business, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marchait. Et le château de cartes s'est un peu écroulé d'un seul coup. Il faut qu'on aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffre d'affaires. On va aller battre les colosses. C'est pour ça que je bats toujours mes concurrents. Parce que si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, Feed sera un échec. Il y a un nouveau qui vient d'arriver, je l'ai rencontré, premier jour, et j'ai passé 1h30 avec lui, comme je le fais avec tous les nouveaux, parce que je veux qu'il comprenne mon combat. Et je vais lui raconter des trucs hyper perso. Et j'attends de lui qu'il me dise aussi des trucs hyper perso. Et là, on crée quelque chose. Il est au SAV, au Customer Care. C'est un poste pour moi qui est crucial. Et pourtant, tu vois, il y a certains diraient, il répond juste au téléphone. Mais c'est hyper important pour moi parce qu'il est au contact du client. Donc je veux qu'il fasse transpirer la marque. Je veux qu'il remonte des feedbacks. Je veux qu'il soit force de proposition avec le chef de produit, avec le marketing. Je veux qu'il soit un point central de l'organisation. Et donc le mec, premier jour, il parle avec le fondateur, il comprend l'histoire, il rentre chez lui, il en parle avec ses amis. Il n'est pas juste rentré dans un grand groupe qui lui a donné un CDI à signer. Il a rejoint un bateau viking qui est en train de ramer pour aller conquérir de nouveaux territoires. Je suis très content de faire cette interview avec toi. Je t'ai vu la première fois sur BFM, je me suis dit, putain, c'est un bourrin. Et puis après, je t'ai vu dans d'autres interviews, j'ai vu qu'il y avait d'autres facettes, mais je crois que dans vos valeurs, il y a le côté déterminé. Tu l'incarnes spécialement. Merci, c'est gentil. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens. C'est quoi ton enfance? Parce qu'on sent une violence, tu vois, en toi. On sent une détermination, un truc, une rage, en fait. Je pense pas que tu pourrais avoir cette réussite sans ce truc-là. Raconte-nous, en fait, ça vient d'où? C'est quoi l'origine de cette énergie? Tu vois, j'ai interviewé Marc Simoncini et je lui disais, mais elle vient d'où ta détermination? Et il me disait, en fait, à un moment donné, il y a un truc qui a tapé fort et ce truc, tu vois, il a fait geste comme ça. Et ce truc-là, ça te donne une énergie, ça fait tourner un moteur dans le bide, un truc comme ça. Et je lui dis, est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont pas ça? Et il dit, en fait, non, sincèrement, tous ceux qui cartonnent, il y a un moment donné, il y a un truc qui fait qu'ils sont là. C'est quoi, toi, pour toi, en fait? Je suis d'accord avec toi. Déjà, il y a toujours une souffrance, un moteur qui fait que tu vas pas abandonner. Parce qu'en fait, c'est tellement raide, l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué à certains moments, que si t'as pas quelque chose qui t'anime de supérieur, qui est ancré en toi, tu vas baisser les bras. Donc, il faut que vous trouviez tous votre histoire et ce qui vous passionne au quotidien. Et on a tous des histoires différentes. On a tous une bonne raison de se battre. Donc, vraiment, je veux pas passer pour Calimero quand je vais raconter l'histoire, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment cliché dans la souffrance, dans la difficulté. Mais c'est pas parce que t'as pas connu cette histoire que tu peux pas être un bon entrepreneur ou que tu peux pas trouver une bonne raison de te battre. Chacun a une raison de prendre une vengeance, une revanche. Et moi, c'est hyper naturel, hyper ancré. C'est que j'ai une famille très compliquée. À l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, je me souviens même plus, je me retrouve à la rue parce que mon père est violent, mère dépressive. Quand tu dis violent, c'est physiquement? Ouais, moralement, physiquement, la totale. Tu vois, vraiment le pauvre mec. T'en veux à ton père? Non, j'en veux pas parce qu'il m'a permis d'être ce que je suis. Donc si tu veux, t'as pas le temps de faire du pathos et de te dire le monde est méchant avec moi, j'ai pas les bonnes cartes en main. Parce que si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu deviens une victime. Donc je pense qu'il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et quand j'ai une revanche, c'est quelque chose de sain. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai même pas de haine envers lui parce que j'ai pas le temps d'avoir de la haine. Ce mec est un loser, tu vois. Il fera rien de sa vie. Donc en fait, j'ai même pas de temps à lui consacrer pour essayer de briser sa vie. Elle est déjà brisée par ses propres échecs. Donc je passe à l'étape d'après et j'ai pas envie de le voir. Il y a des gens qui disent tu dois pardonner. Enfin, moi, j'ai pas de pardon et j'ai pas de temps à donner à des gens qui sont pathogènes. Peut-être quand tes business fera plusieurs milliards, tu vas même considérer. Pas. Je le dis vraiment et c'est ce que je pense et chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais il y a des gens autour de vous qui vont être pathogènes. Ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens de votre travail et qui vont vouloir vous tirer vers le bas. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont méchants contre vous, c'est parce qu'ils ont une vie qui est tellement triste que ça les rassure de voir autour d'eux des personnes qui ne sont pas capables de s'extraire de leurs conditions initiales. Et donc, ils vont avoir tendance à vous tracter vers eux parce que c'est une manière de se rassurer. Et ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas essayer de les changer. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas médecin. Vous devez simplement vous concentrer sur vous et être égoïste. Malheureusement, la vie, elle est compliquée.
Si tu arrives déjà à faire quelque chose de ta vie, ce sera cool. Et si après, vraiment, tu as du temps, tu pourras aussi aider les autres. Bien que l'un et l'autre soient liés, on pourra en parler plus tard dans l'interview. Au final, moi, le truc, c'est que mon père, 15-16 ans, voilà, je me retrouve à la rue. Ma mère, elle est dans des conditions, pareil, post-traumatiques, on va dire, post-divorce, qui sont compliquées. Ça se passe mal à la maison. Et tu le vis comment, toi, à ce moment-là? Je le vis, moi, je suis alors quelqu'un d'extrêmement positif. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Je suis toujours capable de projeter la situation. Et donc, même quand je suis en train de traverser l'enfer, je traverse en souriant. C'est quoi qui est le plus dur pour toi à ce moment-là, en fait? C'est quoi la partie qui est la plus dure? Le plus compliqué, je pense, c'est le manque de liberté. Le manque de liberté, c'est-à-dire que le soir, quand tu sais pas où dormir, parce que tu vois, t'as pas d'argent à cet âge-là. J'avais peut-être 1000 € sur mes comptes que j'avais économisés depuis tout petit. Chaque 50 € qu'on me donnait à mon anniversaire, je les économisais et j'y touchais pas. Heureusement, j'avais eu ce réflexe un peu, tu vois, j'étais déjà assez économe. Bah, ils partent très vite parce que tu vas acheter à manger, mais tu peux pas stocker de la nourriture dans les frigos, donc tu es obligé d'acheter à chaque fois un sandwich, un truc, donc ça coûte cher. Quand tu vas à l'hôtel, c'est 30, 50 €. Donc très vite, l'argent part. Et en fait, je suis dépendant des autres. Et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que la promesse de ma vie, et on en parlera tout à l'heure quand j'ai posé ma brand plateforme, et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire, chaque individu devrait poser sa brand plateforme. Promesse, mission, valeur pour les atteindre, j'ai fixé la liberté en promesse ultime. C'est-à-dire que pour moi, je veux être sur mon lit de mort et me dire j'ai vécu librement. Et si j'ai vécu librement, je considérerais avoir réussi ma vie. Et là, en fait, cette sensation d'être au fond d'un bus et de faire des allers-retours dans le bus, le temps que le mec me dise écoute, Anto, parce qu'il me connaît, tu vois, parce que je prends toujours le bus qui a le plus long trajet pour pouvoir rester le plus longtemps dedans. Pour dormir, tu veux dire? Ouais, pour attendre que quelqu'un m'appelle et me dise viens dormir chez moi. Et quand il rentre au dépôt, t'es obligé d'aller dans la rue et si personne t'a appelé, t'es un peu comme un con et tu sais pas où dormir. Et donc ça, c'est horrible parce que t'es plus le maître de ton destin. Tu deviens une barque posée sur l'océan qui se fait porter au gré des vagues, tu vois. Et ça, c'est terrible. Donc cette première sensation de manque de contact avec ta propre réalité, je pense que c'est ce qui me met ce coup de boost et qui me donne envie de plus jamais ne pas maîtriser mon parcours. Avant ces 16 ans, c'est l'énergie que tu as maintenant. Tu l'as toujours eue ou elle s'est déclenchée progressivement? C'est-à-dire que si on remonte 5, 7, 8, 10, 12, ce qu'il y a avant, t'es comment en fait? J'ai toujours eu quand même cette capacité, cette résilience, parce que vu que je vois mon père violent au quotidien, t'es obligé de te créer une sorte de carapace émotionnelle, tu vois, quand tu le vois taper dans les murs, balancer des assiettes partout, enfin, t'es obligé de te créer une sorte de protection pour pas être impacté par ton environnement. Donc j'ai toujours cette résilience depuis mon plus jeune âge, mais forcément elle augmente quand je suis dans la rue. Je pense que c'est la meilleure école pour un entrepreneur. Honnêtement, et c'est pour ça que je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour faire pleurer, parce que réellement, c'est une opportunité, une aubaine d'avoir vécu cette vie. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. Je considère que c'est une chance de n'avoir rien quand tu commences, parce que tu connais la valeur des choses, tu sais ce que c'est que de partir d'en bas, tu sais comment créer du business, tu sais comment juger les gens très rapidement, parce que dans la rue, si tu te trompes, tu peux te retrouver dans un très mauvais plan rapidement. C'est une opportunité. Et quand je vois des amis aujourd'hui qui sont riches, parce que j'ai toujours eu cette chance de faire le lien entre les riches et les pauvres, j'étais capable de parler avec des mecs de banlieue où je vivais, qui faisaient des business un peu chelous, avec des aristocrates qui avaient trop d'argent, qui savaient pas quoi en faire. Et moi, je leverageais l'argent de mes potes riches pour faire travailler mes potes pauvres. Et moi, je travaillais avec les pauvres pour aller faire les travaux dans les appartes. Et on faisait des club deals avec des mélanges sociaux qui étaient complètement ubuesques, tu vois. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai des potes qui sont très pauvres. J'aide des gens avec la fondation Feedback qu'on a montée qui ont rien, qui sont en train de lutter, quoi, vraiment dans le combat. Et en même temps, j'ai des potes aristos qui sont milliardaires. Mais des vrais milliardaires. Et j'arrive à parler aux deux types de personnes, tu vois. Et j'arrive à les comprendre. Il y a un truc que tu dis que je trouve important et je voudrais appuyer parce que tu parles du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Il y a des personnes qui entendent ça sous le côté « je suis positif ». Mais dans ce que tu dis, pour moi, il y a une notion qui va au-delà d'être positif. Parce que je peux être positif en disant « il y a toujours plein de belles choses dans cette vie ». Pour moi, quand tu parles du verre à moitié plein, il y a une notion qui est différente. C'est pas seulement en quoi c'est beau, il y a en quoi c'est une opportunité, en quoi je peux faire quelque chose. Pour moi, il y a une notion d'action et de mouvement. Et c'est pas juste parce que je suis positif que ça va se transformer en une opportunité. En soi, le Covid, si tu fais rien, dans le cas de feed, il peut te mettre par terre, il peut te mettre en danger, il peut te mettre en difficulté. Mais c'est de dire, OK, il y a une opportunité dans la situation. Comment on se retourne, comment on l'utilise, comment on pivote, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et j'insiste parce que tu peux voir la vie du bon côté et te prendre ta baffe en pleine figure et dire merde, j'avais pas compris ce qui s'est passé en fait. L'action mène à la stratégie
et pas l'inverse. Donc effectivement, il faut être positif et avoir le bon mindset, mais après, il faut travailler, il faut y aller. C'est-à-dire que je vois beaucoup de startups parce que j'ai la chance d'investir maintenant dans des boîtes et il y en a beaucoup qui arrivent avec des business plans de 10 pages et qui me disent voilà, en 2025, dans 5 ans, j'ai prévu de faire tel chiffre d'affaires, mais qui n'ont toujours pas rentré 1 euro. Moi, je préfère les startups qui A/B testent, qui vont test and learn, qui vont essayer, qui vont se confronter au marché, plutôt que des gens qui vont itérer pendant 6 mois sur un business model alors qu'ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas de product market fit, ils ne savent pas si le marché va être prêt à acheter ce montant. Donc il faut y aller, il faut être dans l'action. Il vaut mieux perdre 4-5 mois à faire quelque chose à 200% et quand on l'essaie sur le marché et que ça ne marche pas et se dire bon j'ai perdu 4 mois mais au moins je sais où j'en suis, plutôt que de réfléchir comme on t'apprend en école de commerce pendant je ne sais pas combien de temps à faire des BP qui sont complètement théoriques. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Un business ne sera jamais comme tu l'as prévu. Feed, on n'avait pas prévu que ce soit comme ça, on n'avait pas prévu que ce soit ces produits qui fonctionnent. Le storytelling, il est venu naturellement au fur et à mesure parce qu'on a réalisé qu'en fait, il fallait que le fondateur soit un peu la base de l'histoire et que sa boîte soit la transplantation de sa propre énergie, tu vois, ce soit le prolongement de son histoire personnelle. Aujourd'hui, je suis convaincu, quand tu regardes toutes les startups qui marchent, que celles qui fonctionnent, il faut que le message soit ultra authentique et parce que les fondateurs ou fondatrices sont impliqués depuis des années dans ce mouvement-là. Feed est la conclusion de plusieurs années de ma vie. Ceux qui ne me connaissent pas vont dire Feed, c'est des bars ou des boissons. Ils vont voir juste l'aspect produit. Mais derrière le produit, il y a une véritable promesse qui est beaucoup plus large, qui est presque un combat personnel. Et Feed vient être pour moi une arme, un outil de plus pour pouvoir passer ces messages. C'est quoi ce message pour toi ? Typiquement, Feed, quand tu le manges, tu le fais pas pour avoir une barre ou une bouteille, pour avoir des protéines, des lipides, des glucides. Feed, c'est un repas complet, ça c'est si tu le prends sur l'aspect très produit. Mais la réalité, c'est que c'est surtout la preuve par l'exemple que tout est possible. Parce que nous, on vient de tout en bas, et si on a réussi à nous en sortir petit à petit, c'est la preuve que toi aussi tu peux le faire parce qu'on n'est pas plus intelligent que toi, on n'a pas des bons parents. Je te pose la question parce que c'est une vraie question que je me pose moi-même. C'est-à-dire que j'ai interviewé, tu vois, plein de personnes qui ont beaucoup d'argent et j'ai aussi interviewé des gens qui ont hérité de papa ou maman, qui ont généré beaucoup d'argent. Et je vois un vrai dilemme en fait de transmettre la valeur de ce que tu as parce qu'en fait, toi, tu t'es dépassé, tu as bossé comme un malade pour l'avoir et l'enfant, il grandit. C'est normal qu'il ne l'apprécie pas autant parce qu'il l'a toujours eu. Et c'est un énorme dilemme d'arriver à transmettre ce truc-là. Très dur et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut poser une brand plateforme à la fois du groupe. Si jamais vous êtes héritier, il faut expliquer la mission du groupe. Et si tu es en perso ou que tu as une petite boîte, faire une brand plateforme personnelle et expliquer quel est ton combat. Pourquoi tu te bats. Et pour revenir sur ta question de tout à l'heure, Feed, ça va plus loin qu'une simple barre ou une boisson. C'est la preuve que tout est possible, que tu peux te dépasser. C'est pour ça qu'on met des mots très forts sur le packaging. Réussir, oser, entreprendre. C'est une sorte de coup de motivation au quotidien que tu vas prendre et que tu vas dire moi aussi je peux y aller. Tu penses que ça joue dans la réussite de Feed, c'est tout ce branding là ? C'est sûr. Honnêtement, quand on fait ce qu'on appelle des KYC, des Know Your Customer, c'est-à-dire qu'on appelle nos clients, on leur envoie des mails, on communique énormément avec eux. Tous les 6 mois, on contacte au moins 25 000, je crois, de mémoire. Et toute la boîte le fait. Tout le monde, même moi le premier, on appelle les clients. La plupart nous disent je vous achète non pas parce que j'aime vos produits ou parce que j'ai faim, mais parce que je veux participer à cette revanche. Au message, quoi. J'ai l'impression de voter quand j'achète vos produits chez Franprix, chez Monoprix ou sur votre site internet. Et moi, j'en suis convaincu. Si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur, les clients n'achèteront pas vos produits, ils achèteront votre marque. Ils achèteront votre histoire. Ils achèteront votre combat, en fait. S'ils se reconnaissent en vous, t'es en train de créer un mouvement quelque part. C'est une marque générationnelle. C'est comme Nike, tu vois, t'achètes pas des fringues Nike parce que tu les trouves belles. T'achètes des fringues Nike parce que t'appartiens à des gens qui font du sport, qui peuvent devenir des athlètes, qui vont se dépasser. Feed, c'est pareil, tu le fais pas parce que t'as faim. T'achètes Feed parce que tu fais partie de ces jeunes qui ont envie de s'extraire, qui n'ont pas forcément eu les bonnes cartes en main et qui veulent gagner du temps, qui veulent être actifs et qui renvoient un message au reste de la société. On pourrait presque avoir une application de gens qui mangent du Feed pour se rencontrer entre eux. Parce que c'est des gens qui ont les mêmes buts. Ils veulent se dépasser, ils veulent voyager plus, travailler plus, ils veulent apprendre plus en faisant de la musique, en voyage. Toujours dans le dépassement. Et donc, tu trouves une nana ou un mec qui est pareil avec ses objectifs, tu vois, de toujours croquer la vie à pleines dents et aller la chercher. Non, tiens, justement, essayons de décortiquer ça. Imaginons, il y a un entrepreneur qui nous regarde et qui se dit j'ai envie de créer un effet mouvement, un effet communauté. Il est en B2C, il veut renforcer ça. Ce serait quoi pour toi les conseils que tu lui donnerais pour amplifier cet effet Nike, cet effet Apple, cet effet Feed dont tu parles? Le travail, pour moi, il doit venir de plus loin que sa propre marque. Il doit d'abord se poser les bonnes questions en tant que fondateur. Qui il est ? Quelle est sa mission ? Il est là pour faire quoi dans la vie ? Et c'est hyper dur de répondre à ces questions. La meilleure chose, c'est de s'entourer. Il faut que tu ailles voir ta famille, tes amis, les gens qui te connaissent vraiment et tu leur dis
quels sont les 3 mots-clés qui te viennent quand tu penses à moi? Et il y a forcément un pattern qui va sortir. Moi, c'était t'es déterminé, t'es ambitieux et t'es résilient. Les gens me disent t'es un phénix, à chaque fois tu chutes parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de fit, c'est incroyable, sauf qu'on voit pas tous mes échecs. On voit pas le nombre de fois où je me suis loupé, j'ai fait les mauvais choix, je suis tombé très bas, mais j'ai toujours rebondi. Tu vois, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Vraiment, j'ai pas de capacité particulière, j'ai pas des skills, j'ai pas fait une grande école, j'ai rien fait de spécial. Mais par contre, je n'abandonne jamais. Et quand je me fixe un objectif, je travaille à 1000%. Personne ne peut travailler plus que moi quand j'ai un objectif. Et c'est pour ça que je bats toujours mes concurrents. Parce que je ne lâche jamais. Ces trucs-là, c'est les gens qui me l'ont fait réaliser. Et il faut trouver des personnes qui vont vous renvoyer un regard bienveillant pour faire émerger votre authenticité. Et on a chacun notre histoire. Et c'est la seule chose que tes concurrents pourront pas copycater. Si tu arrives à la mettre à bon escient, là, tu vas réussir à générer une énergie autour de toi. Parce que ton concurrent, il va pouvoir copier tes produits, copier ta communication, il va pouvoir copier tes packaging, il va pouvoir tout copier. Mais ton histoire, vu qu'elle est personnelle et qu'elle t'appartient, même s'il essaie de se l'approprier, il la fera moins bien que toi. Aujourd'hui, ça va être très compliqué pour un start-upper de dire « je viens de la rue, j'essaie de faire du social » comme Anthony, s'il l'a pas vraiment vécu. Moi, j'ai vécu ça, je la raconte. Tu vois, j'ai 0 note, j'ai pas quelqu'un qui me fait des signes pour dire quoi dire. C'est mon histoire et donc je suis hyper à l'aise pour la raconter. Donc les entrepreneurs, ils doivent se poser, se demander pourquoi ils combattent et pourquoi la boîte doit être le prolongement de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont commencé à réaliser dans leur histoire perso. Donc poser sa brand plateforme et après, t'es juste authentique, t'es toi-même et ça va rayonner. Tous les exemples que moi je connais de ce type-là, c'est des boîtes B2C. Est-ce que tu penses que c'est possible version B2B? Effectivement, le B2C, t'as plus tendance à faire du storytelling parce que c'est fait pour toucher la masse. C'est fait pour réussir à créer un lien entre le consommateur et le fondateur. Typiquement, les gens qui vont consommer du feed, c'est souvent des gens qui ont une histoire soit similaire, soit en tout cas avec les mêmes objectifs de vie, de dépassement, d'envie de gagner du temps, super actif, etc., etc. Pour autant, le B2B, et on le voit avec certaines boîtes comme Aircall, avec Jonathan Angelov, qui a une histoire aussi vachement compliquée, qui vient de la DAS, c'est un pote, et on a des parcours assez similaires, mais le fait qu'il raconte son histoire, même si c'est pas B2C, ça va permettre à des clients de mieux comprendre la portée du message et de mieux comprendre pourquoi il a fait cette boîte, pourquoi il veut donner la parole aux gens, pourquoi il met cette énergie. Donc, même en B2B, ça peut avoir du sens. Et si ça ne rayonne pas sur l'extérieur, à minima, ça rayonne en interne sur la boîte et ça fédère. Donc, quoi qu'il arrive et quelle que soit la verticale, vous devez vous concentrer sur votre message et réussir à créer une équipe de personnes qui va vous rejoindre, non pas parce que vous les payez bien, mais parce que vous racontez quelque chose de fort. Évidemment, il faut qu'il y ait des contreparties. Et aujourd'hui, c'est même plus un débat. C'est-à-dire que les gens avec qui vous créez de la valeur, ils doivent gagner avec vous. Donc, il faut mettre en place des BSPCE, il faut être super juste avec ses équipes, il faut leur faire confiance, il faut les faire grandir, les coacher de manière à ce que tout le monde gagne en même temps. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que rejoindre une aventure, ça demande une implication sans commune mesure avec ce qu'ils pourront faire ailleurs. Tu vois, le truc un peu droit de l'homme, droit du travail, oui, on va faire des salles de sieste, et puis moi, je veux travailler que 3 jours par semaine, et je veux des congés parentaux de 6 mois. Ok, c'est cool, moi je suis le premier à dire on pousse les gens à être heureux. Mais à un moment, il faut pas oublier qu'il faut taffer en fait. Et ce monde un peu start-up, mignon, où tout le monde est là pour être amis avec les uns les autres, c'est juste une flagornerie, tu vois, de l'hypocrisie à 200%. La réalité, c'est que la vie est un combat. La vie est un combat, le business est un combat. Et moi, j'ai pas envie de parler à mes concurrents. J'ai pas envie d'aller prendre des cafés avec eux. Je suis là pour les détruire, mais pas parce que je suis méchant. C'était le motto de Goldman. Goldman disait « Winning is not enough, others have to fail ». C'est-à-dire que la victoire n'est pas suffisante, les autres doivent être écrasés. T'as regardé The Last Dance de Michael Jordan? Bien sûr. Comment tu te sens quand tu regardes ça? J'adore. Moi, j'adore les parcours. J'adore les parcours fous. Donc, en fait... Non, mais surtout qu'il est vraiment en mode « je veux gagner » à tout prix. Il veut gagner, mais il n'y a pas de secret. En fait, les mecs qui sont bons, ou les nanas qui sont fortes... Et autour de moi, quand je vois les réussites, il n'y a pas de débat. Ils peuvent prendre une sorte de côté mignon en interview parce qu'ils n'osent pas aller comme moi dans le dur. Mais quand tu parles avec eux en privé, ils veulent tout éclater. Il n'y a pas de secret, tu es là pour gagner, pour écraser. Et ça fait pas de toi un mec méchant, un capitaliste. Pas du tout. Ça fait de toi quelqu'un de déterminé, de résilient, d'ambitieux, de prêt à affronter le destin. Et quelque part, cette énergie, elle ne vient que si tu as souffert ou que tu as quelque chose à prouver. Si tu es né dans une belle maison, avec des parents qui te font ton petit-déj, qu'on t'a toujours tout donné, qu'à 18 ans, t'as ta voiture, ta montre, et qu'on te pistonne dans tous les sens. Comment tu vas avoir cette envie de te battre? Donc en réalité, les bourgeois, ce que j'appelle moi les bourgeois, et tout le monde me critique, tout le monde parce que je dis les bourges, machin,
Ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est une vraie malchance pour eux d'avoir eu ce luxe et ce confort parce qu'ils n'ont pas de combat en face d'eux. Ils n'ont jamais pris de coups. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des coups. C'est comme un boxeur, il monte sur un ring, faire un combat, mais il s'est jamais entraîné en prenant des droites. Première droite qu'il va prendre, il va se faire allonger en fait. Et bien l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu dois être préparé à avoir souffert pour être résistant, résilient. Comment le Covid, ça t'a impacté? Comment ça vous a impacté? Et quels changements vous avez opérés? Je crois que vous êtes très flexible chez Feed. Qu'est-ce que vous avez opéré comme changement? Enfin bref, raconte-moi un petit peu le Covid, comment ça se passe. Forcément, c'est une surprise. Quand ça tombe, t'es jamais préparé à quelque chose d'une ampleur aussi forte. Et c'est assez négatif parce que les gens sont en confinement. Donc ils ont du temps pour cuisiner, ils sont plus pressés, qui est quand même l'intérêt principal de Feed, c'est quand t'es au travail, quand t'es dans le métro, quand tu voyages, que tu consommes une bouteille, une barre parce que t'as pas eu le temps de te préparer à manger. Là, tout le monde a beaucoup de temps, donc nous, ça a un impact très fort sur nos ventes. Les magasins, en plus, sont mal exécutés par les sales, par les commerciaux qui sont sur le terrain, parce qu'on peut plus rentrer dans les magasins. Donc vraiment, au niveau du chiffre d'affaires, c'est un impact colossal. Mais comme d'habitude, soit tu vois le verre à moitié plein, soit tu le vois à moitié vide. Et nous, on a décidé de faire du Covid une véritable opportunité. Et c'est pas du tout bullshit si je te dis que le Covid va sauver Feed sur le long terme et va nous permettre de vendre beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, on a repensé en profondeur nos valeurs, notre mission, notre promesse et comment on devait les atteindre. Donc au final, on s'est posé sur des sujets qu'on avait peut-être un peu trop négligés depuis le début de l'aventure, parce qu'on était concentré sur la croissance extrême, les levées de fonds, sans tenir compte des bons vieux basiques essentiels, à savoir, est-ce qu'à la fin de ton aventure, tu gagnes de l'argent bottom line, donc est-ce que tu fais de l'EBITDA, est-ce que ta structure elle est rationnelle. Du coup, on s'est posé sur un grand nombre de sujets, l'org chart, les produits, la brand plateforme. Quand tu dis on s'est posé, donne-moi des exemples concrets de changements, ça donne quoi du coup par exemple? Typiquement l'org chart. On est monté à 80 personnes chez Feed, 80-100 personnes. Grosse équipe au bout de seulement 3 ans. Donc on lance l'aventure en janvier 2017. 3 ans après, on est 100. On est présent dans 40 pays. C'est une croissance qui est violente. On a levé beaucoup d'argent. Et la réalité, c'est qu'on a perdu un petit peu cet état d'esprit qui faisait notre force au début, à savoir une équipe de cow-boys, de pirates, où une personne est capable de générer l'équivalent de 3 ou 4 charges classiques de travail dans une entreprise, on va dire, traditionnelle. Et là, on a des gens qui commencent un peu à y aller tranquille, qui sont plus des bourrins de l'exécution, qui ben moi j'ai pas envie de faire ça donc je donne à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait on leur a apporté trop de confort. Et c'est souvent le piège en startup de vouloir faire trop de bonnes conditions de travail, trop de happiness manager entre guillemets, mais on oublie l'essence de ce qui fait la réussite d'une startup, le travail et l'implication extrême en fait. Au début, quand on a lancé l'aventure, il n'y avait pas de week-end, pas de soirée. Tout le monde savait qu'on était là pour régler une mission et qu'on avait quelque chose de grand à faire. Et tout ça, on l'a perdu. Et donc, quand je me suis retrouvé confronté à ces soucis et que j'ai mis le nez dans les dossiers de manière un peu plus opérationnelle, parce que j'avais du temps avec le Covid, j'ai réalisé qu'on négociait mal nos contrats, qu'il y a des gens qui travaillaient pas beaucoup, il y avait de la politique dans la boîte, qu'il y avait trop de verticalisation parce que les managers de managers ne bossaient plus et ne faisaient que donner des ordres. Et là, j'ai dit, attends, on va tout reprendre à zéro. Et on va nettoyer tout ça. Le drapeau de guerre. Exactement, le drapeau pirate. Et là, on s'est dit, reprenons des choses rationnelles. Et on a réhorizontalisé la société. On a coupé beaucoup de monde. C'est jamais facile et c'est un moment ultra compliqué, tu vois, de couper des gens que tu as toi-même recrutés. Mais j'avais aucun doute sur le bien fondé de cette décision. Donc c'était un moment très compliqué parce que tu les coupes dans une période Covid où tu sais que ça va être difficile pour eux de retrouver un boulot, difficile de se relancer. Mais si tu veux sauver la boîte, tu es obligé de penser global et de penser aux autres personnes qui vont rester. Donc le Covid, ouais, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile qui va tuer pas mal de boîtes, je pense. On réalise pas à quel point ça va être compliqué parce que là, on est encore sous perfusion et donc jusqu'au mois de mars-avril 2021, ça va survivre et après, ça va saigner. Oui, et en plus, il y a un effet en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y a les premières boîtes qui sont impactées direct. Feed, par exemple, vous avez été impacté direct, mais il y a des business qui de base sont pas impactés, mais vont être impactés parce que leurs clients ou leurs fournisseurs vont être impactés. Et donc forcément, ça va prendre du temps avant que tous les business commencent à être impactés et l'économie qui peut collapser, quoi. Effet domino classique. Forcément, on pense d'abord aux startups ou aux business qui sont dans le voyage ou qui sont liés au voyage. Mais il va y avoir un impact qui va dégringoler, qui va ruisseler, qui va cascader sur le reste de la société. Le fait qu'il y a la guerre qui commence. Ouais. Mais j'adore ces périodes. Toi, t'adores l'hiver en fait. T'adores quand c'est. Mais j'adore pas parce que je suis égoïste, mais parce que je pense que c'est une vraie chance pour les pauvres, pour le peuple que je représente, entre guillemets, que je viens du même milieu. Donc quand je dis les pauvres, le peuple, c'est pas péjoratif, c'est pas stigmatisant. Au contraire, c'est mon milieu d'origine. Mais les pauvres peuvent s'en sortir quand c'est la crise et quand c'est la guerre.
Parce qu'il y a des opportunités qui se créent et les cartes sont redistribuées. C'est remélangé, c'est rebattu et c'est redistribué. Donc si t'es malin, que t'es déterminé et que tu veux faire quelque chose de grand, c'est le moment où tu peux saisir ton opportunité. Donc ça va être très dur et il y en a beaucoup qui vont mourir, qui vont saigner. Mais si t'es déterminé, tu peux t'en sortir. Et c'est dans les crises que le vrai argent se fait, tu vois, le gros argent. Les grandes familles qui sont riches aujourd'hui se sont blindées dans l'histoire pendant les guerres ou pendant les périodes compliquées de l'histoire. Donc à vous de trouver la force, le courage d'aller écrire votre destin pendant cette période compliquée. Dans le parcours de Fid, ça a été quoi le coup dur le plus violent pour toi? Émotionnellement, ça t'a secoué là. Comme le boxeur qui, même s'il est entraîné, pendant 3-4 minutes, il est... Il y en a eu beaucoup de l'extérieur, ça paraît facile parce qu'on a levé, dès le premier mois, en janvier 2017, on lève 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis une autre grosse levée avec des Américains sur laquelle on n'a pas trop communiqué parce qu'on voulait rester focus sur le travail. Un qui a été super dur, et tu vois, c'est très opérationnel, hein, c'est très bas de gamme, mais c'est un changement de site internet. Tout allait bien, on était sur Shopify pour ceux qui connaissent. On a décidé de passer sur Magento 2 parce qu'il y a plein de gens qui nous disaient vous grossissez trop vite, il faut préparer la suite. Et on s'est un peu trop projeté, on a été trop loin. On s'est dit quand on fera 200 millions d'euros, il faudra qu'on ait un Magento 2. Et donc on a fait le Magento 2 un peu tôt. Et en fait on n'était pas prêts, c'était pas notre métier. Alors que tout allait bien dans notre business, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marchait. Les gens pouvaient plus commander online, les gens gueulaient sur le site. L'UX, l'expérience utilisateur était devenue nulle. On avait recruté des devs, ça nous coûtait super cher. Il y avait 5 devs en interne. Ils arrivaient à rien parce que Magento 2 c'était complexe. Et le château de cartes s'est un peu écroulé d'un seul coup. Et on a réalisé qu'on n'était pas seulement sur une croissance linéaire, mais qu'il allait falloir se battre. Et on a dû se reconstruire, se reformer, repartir sur Shopify, réinvestir de l'argent et pas se dire c'est parce que j'ai investi 1 million d'euros sur ce site internet que je dois rester dessus. Et c'est complètement contre-intuitif parce que quand tu as mis beaucoup d'efforts sur quelque chose, tu dis bon, faut encore lui laisser une chance, faut attendre. Et en fait, le business s'est coupé vite. Comment tu sais quand arrêter justement? Parce que ça, c'est un vrai problème, ce côté. Je suis engagé dans un process, ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus, 6 mois, on a mis beaucoup d'argent. Comment je sais quand arrêter? C'est valable pour l'ensemble des choix, selon moi. C'est le gut feeling. C'est-à-dire, ce que tu ressens à l'intérieur de toi ne te trahit jamais. Il faut s'écouter. Et c'est un des grands conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou à n'importe quelle personne qui a envie de réussir. Écoute-toi. Et ne perds pas de temps à tenir compte de la vie des autres. C'est bien d'avoir du feedback, attention, c'est important. On met beaucoup de feedback automatisé chez Fid parce que le consommateur a toujours raison. Mais quand tu es au stade embryonnaire, quand tu es au stade de l'idée ou que tu es sur un sujet très précis, c'est ton gut feeling qui doit fonctionner. Et malheureusement, même tes très proches ne seront pas des bons conseillers. Tes parents ne sont pas des bons conseillers. Tes amis ne sont pas des bons conseillers. Parce qu'en fait, ils t'aiment. Ils t'aiment et donc ils vont vouloir pour toi le maximum de confort. Ils vont te pousser à aller acheter ta maison avec un crédit sur 25 ans, à aller prendre un petit CDI dans une boîte classique sans tenir compte de ce qui t'anime vraiment, de ce qui te fait vibrer. Alors que tu ne peux être bon que quand tu aimes et que tu prends du plaisir. Moi, le matin, je me lève, on en parlait tout à l'heure, on est dimanche, j'étais au bureau. J'étais au bureau parce que je kiffe ce que je fais. Ça me plaît en fait. Tu prends combien de jours de congé par an? Honnêtement, je sais même pas, je compte pas, mais très peu et je m'ennuie assez vite en vacances. Là, j'ai fait 2 semaines cet été. Ça faisait longtemps que j'étais pas parti. Ça m'a fait du bien de couper parce qu'on sortait quand même d'une période assez complexe avec le Covid et compagnie. Mais un entrepreneur n'est jamais vraiment en vacances. C'est-à-dire que moi, je peux pas couper mon Slack, je peux pas couper mes mails. J'ai des sujets hyper importants, j'ai des investisseurs qui ont mis des dizaines de millions. Si je leur dis, bon les gars, là, je suis pas joignable, ça va tiquer un peu, tu vois. Et en plus, j'adore ça. C'est-à-dire que même investir, et ce que certains considéraient comme un travail, moi, c'est mon moment d'épanouissement personnel. Typiquement, le vendredi après-midi, parce que je suis très cloisonné dans mon emploi du temps. Tous les lundis matins, je fais la même chose. Tous les lundis après-midi, je fais la même chose et j'ai des programmes sur lesquels les gens peuvent venir se plugger parce qu'ils ont tous accès à mon calendrier, ils voient ce que je fais. Et le vendredi après-midi, c'est investissement startup et investissement patrimonial, on va dire. Et du coup, je rencontre énormément de fondateurs et on investit beaucoup, on les aide, on est à leur board. Et il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est du travail ». Je dis « Mais non, en fait, le vendredi après-midi, je suis chanceux parce que c'est comme si j'avais posé une demi-journée et je fais des trucs qui me passionnent, qui m'animent. Mais c'est parce que ça me passionne que ça m'apporte aussi d'un point de vue business. » Donc c'est quoi? C'est des pitchs en fait? Ils viennent pitcher? Ouais, et j'ai des gens qui pitchent, je suis au board de start-up, je vais les aider de manière opérationnelle comme un managing partner. Il y a des boîtes où j'ai des BSPCE, des boîtes où je suis investisseur, où je suis actionnaire. Et c'est une vraie chance et c'est pour ça que mes propres actionnaires comprennent que je fasse ça parce que j'absorbe énormément de savoir, je suis au fait de tout ce qui se passe et je maîtrise plein de verticales, je suis au cœur de plein de business et tu ne peux pas être mieux informé que quand tu es dans cette énergie, dans cet écosystème. Et c'est pour ça que, autre conseil pour les entrepreneurs, soyez un expert de ce que vous faites et n'investissez que dans ce que vous connaissez. Tu vois, tu as plein de gens, ils vont te dire, il faut investir dans la crypto, et puis après dans l'immobilier, et puis il faut faire des ETF, et puis il faut faire... Fais ce que tu maîtrises en fait.
Et tu peux investir partout, parce que je pense vraiment que l'humain a une capacité d'adaptation super forte. Mais avant tout, il faut se former. Il ne s'agit pas d'y aller parce que tu as une info et qu'un mec t'a dit tu devrais investir en biotech. Non, si tu veux investir en biotech, renseigne-toi sur les biotech. Va voir si GenFit, Adocia, Eritech ou n'importe quelle biotech va t'exciter, pourquoi t'investis plus dans celle-ci que dans celle-là. Mais il faut se former. Et même si on n'a pas de limite et que je crois pas du tout moi au système éducatif et encore moins français, tu vois, où pendant 10 ans on va t'apprendre des trucs qui servent à rien. Typiquement Vénus, est-ce que c'est plus proche de la Terre que Pluton? Enfin, moi j'en ai rien à foutre, tu vois, ça m'intéresse pas. Et de savoir si Charlemagne il était avant Clovis ou je sais pas quoi. Ouais, c'est cool la culture générale, ça va servir, blablabla. La réalité, c'est que je préférerais à l'école qu'on nous apprenne comment déclarer mes impôts, comment faire en sorte d'économiser mon argent, comment bien l'investir, des choses qui sont factuelles, opérationnelles et qui tiennent compte des plaisirs et des passions des enfants. Et c'est comme ça qu'on arrivera à leur donner envie d'étudier. Tout à l'heure, tu parlais que tu recrutais, enfin, vous aviez recruté t'as employé plein de termes, mais dans une interview, j'avais vu guerrier aussi. Comment les 15 top premiers talents que tu as trouvés, tu les as trouvés comment? Feeling, encore une fois, guts feeling. Mais comment ils sont venus à toi? Comment tu les as rencontrés? Comment tu les as trouvés? On a mis des annonces assez classiquement sur Welcome to the Jungle, qui est un site assez sympa pour les startups. Ça te permet de fédérer une communauté et dès le départ, tu peux mettre des photos, des vidéos, tu peux créer un ADN et tu peux être franc. Donc moi, tu vas sur mon Welcome to the Jungle, il y a marqué guerre, warrior, revanche, révolution, on est là pour secouer. Donc les gens qui viennent, ça va quoi s'en tenir. Donc c'est déjà un premier filtre qui est intéressant. Les gens qui arrivent, en général, ils sont déterminés, tu vois, dans nos bureaux. Et puis après, c'est qu'est-ce qui se passe entre deux humains? L'énergie, tu vois, les yeux qui brillent, c'est le plus important pour moi. J'en ai quasiment rien à foutre de ton CV, de tes skills. Si tu arrives avec une mentalité de combattant et que tu me dis on va tout éclater, déjà, tu marques des points. Tu vois, tu m'intéresses, déjà, tu m'intrigues. Parce que je suis persuadé que l'humain peut évoluer très vite et que quand tu recrutes des jeunes entre 25 et 30 ans, ce qu'on fait très régulièrement et très majoritairement, dans tous les cas, ils sont pas expérimentés, c'est pas des seniors, ils ont pas bossé dans 50 boîtes avant, mais ça me plaît parce qu'ils sont formatables. Et quand je dis formatables, ça veut dire que c'est pas que je veux moi les manipuler, c'est qu'ils ont pas de convenance sociale. Ils n'ont pas de il faut arriver à 9h, partir à 18h, ou il faut travailler de telle manière avec tel outil. Ils sont vierges. Et si tu leur dis, en fait, la bonne manière de faire, c'est d'être à 1000%, c'est tout éclater, tu peux devenir le héros de ton propre destin, le capitaine de ton bateau, ils vont pas te dire mais non, c'est impossible, je pourrais jamais être millionnaire. Moi, quand je leur dis il faut qu'on aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffre d'affaires, ils me disent ok, viens, on y va. Quand je parle à un senior qui a 40 ans et je lui dis ça, il rigole en fait. Il croit que c'est une blague. Quand je lui dis viens, on va battre Danone, non mais vraiment, c'est quoi votre objectif? Je dis je viens de te le dire en fait, mais c'est juste que t'écoutes pas. On va aller battre les colosses qui sont au pied d'argile. Parce que tous ces grands groupes alimentaires, ils se sont créés avec un produit, comme nous au début. Il y en a, c'était les produits laitiers. Il y en a, c'était les sodas, d'autres, c'était les chocolats. Mais la réalité, c'est que ces produits phares emblématiques qui leur ont permis d'atteindre entre 20 et 80 milliards de chiffre d'affaires annuel à ces grands groupes, c'est des produits qui ne fonctionnent plus. Et donc, on a vu dans l'histoire énormément de grandes boîtes échouer très rapidement. Kodak avec la photographie, Motorola ou BlackBerry avec les téléphones qui n'ont pas su se réinventer. Blockbuster contre Netflix. Voilà, il y a plein d'exemples d'empires colossaux que tout le monde pensait intouchables qui se sont écroulés très rapidement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de sentir l'innovation, de se réinventer, de comprendre le client. Et vu qu'on a une époque où le client n'achète plus des produits mais des marques, ça fait d'autant plus de sens d'avoir des startups qui racontent quelque chose et qui vont contrer les grands groupes. Même Amazon. Amazon, t'achètes pas une histoire, t'achètes vraiment du produit sur Amazon. Il faut des startups qui racontent une histoire. Il faut quelque chose qui va créer du lien avec le consommateur parce que la vie, elle est super triste. C'est la réalité. Tu prends le métro, tu travailles dur, c'est compliqué d'avoir de l'argent, de payer son loyer. Les gens, ils veulent une histoire. Ils veulent participer. Ils ont besoin de se retrouver dans un groupe. Et c'est en même temps une chance et un vrai risque. C'est une chance parce que ça permet de créer des communautés. Ça permet de raconter quelque chose de fort et d'avoir des gens qui sont structurés autour d'une cause commune qui peut être positive. Mais ça peut aussi créer des extrêmes. Créer des extrêmes, et typiquement dans l'écosystème, un exemple que je prends souvent, c'est les VC. Les VC, donc les investisseurs, c'est un groupe. Okay, c'est souvent des hommes blancs de 30 ans qui ont fait HEC ou une grande école. Par la force des choses, ils vont réinvestir leur argent chez des gens qui leur ressemblent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de risques et qu'ils ont beaucoup de pression de leurs LPs, donc c'est les investisseurs des investisseurs, c'est les grands groupes, les grandes familles, qui vont leur mettre 100 millions, 200 millions, parfois des milliards d'investissements, et ces VC vont dispatcher. Et ils vont dispatcher chez des gens qui leur ressemblent parce qu'ils se sentent en confort. Et c'est normal, tu cherches des gens qui te ressemblent parce que c'est ce que tu maîtrises. Un exemple tout con,
Tu pars en vacances à l'autre bout du monde. Tu entends un Français dans le bus, alors qu'il n'y a que des étrangers autour de toi. T'as tendance à aller parler avec le français parce que ça te rassure, quelqu'un a les mêmes codes que toi, les mêmes passions, il sait ce que c'est, le même petit-déj, et tu vas te coller à lui par convenance et tu vas faire du mimétisme social en allant le sticker comme un caméléon. Et bien les VC font exactement la même chose. Ils sont dans une zone compliquée où il y a beaucoup de business, des gens qui envoient leurs projets. Ils vont naturellement se coller à ce qui leur ressemble de manière à se sécuriser et à faire des choix qui soient les plus rationnels possibles. Sauf que cet aspect de groupe prive les pauvres, les gens qui viennent d'en bas, de la réussite. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas lever, ils n'ont pas forcément les mêmes codes, ils ne savent pas pitcher comme les mecs de HEC, ils ne savent pas faire des decks de la même manière, ni des BP de la même manière. Et du coup, ils sont complètement ostracisés du monde de l'investissement et ils doivent lutter ou trouver des business angels comme nous qui essayons toujours de chercher les outsiders pour s'en sortir. Mais c'est fondamentalement injuste et c'est pour ça que l'écosystème français est encore lent par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Parce qu'il n'est pas basé sur la méritocratie, mais basé sur l'héritage, sur ton nom. Et c'est pour ça que quand tu regardes les noms de start-upers, la plupart du temps, c'est des noms composés, où tu tapes le nom sur Google, le père était CEO de je sais pas quoi, ou il a fait du love money, il y a toujours un lien. Et ça, il faut absolument le faire exploser. Les chiffres, c'est pas moi qui les donne, c'est le gouvernement. Il y a 1% des entrepreneurs français qui ont réussi par eux-mêmes. 1%. C'est catastrophique. Et c'est pour ça que le gouvernement a mis en place French Tech Tremplin, où je suis parrain et partenaire de cette activité. C'est on va chercher des jeunes dans les banlieues qui n'ont rien pour essayer de les extraire. Mais la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 1% des entrepreneurs qui viennent d'en bas. Je suis désolé, en fait, c'est injuste. Et ça, on ne peut pas le cautionner, tu vois. Donc je sais que le gouvernement essaie de faire des trucs, etc. Mais il faut que ce soit un mouvement de masse, un mouvement populaire, un mouvement nationaliste qui émerge, tu vois. Il faut que ce soit le peuple qui réalise que c'est injuste. Et il faut que les entrepreneurs viennent d'en bas parce que c'est eux les vrais entrepreneurs. C'est ceux qui ont été à la rue, c'est ceux qui ont vendu des t-shirts ou des caleçons dans leur lycée pour s'en sortir, qui ont la fibre et qui ont la réalité de ce qu'est un businessman. Quelqu'un qui sait gagner de l'argent. Mon rôle, moi, c'est pas de segmenter, c'est pas d'être clivant, contrairement à ce que certains disent. Anthony veut créer une guerre, une révolution. Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie revanche. Et je pense qu'il va y avoir une révolution, sérieusement. Sous quelle forme tu veux dire révolution ? Il va se passer quelque chose, il va y avoir une rébellion. On peut le voir d'ailleurs même dans le cinéma. Les films qui fonctionnent en ce moment, c'est quoi ? C'est Parasite, c'est les luttes des classes, ça va être le Joker, ça va être Casa de Papel. La rébellion est en train d'émerger et dans des situations un peu plus réelles. Tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu vois ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Le peuple a réalisé, et c'est cyclique, hein, ça arrive dans l'histoire, il suffit de la reprendre pour voir que le peuple reprend le pouvoir, toujours. Je pense qu'il va falloir réaliser très prochainement, et nous on le vivra dans notre génération, que le pouvoir est entre les mains du nombre, de la masse. Il faut juste qu'elle soit organisée, il faut juste qu'elle soit structurée et qu'elle ait une promesse commune. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, tu vois. Un peu comme les gilets jaunes. C'est presque dommage parce que moi je défends pas du tout cette énergie violente où tu es là pour détruire, pour casser sans fondement. Par contre, ce que j'aime bien, c'est l'énergie. J'aime l'énergie des gens qui se disent pendant 6 mois, tous les samedis, je vais être présent et je vais essayer de me faire entendre, je vais faire passer ma voix, je vais passer un message. Ça montre un ras-le-bol qui vient du fond, tu vois, qui vient d'en bas. Et si tu veux, pour moi, c'est hyper compliqué parce que en même temps, je comprends la souffrance de ces personnes parce que je viens du même milieu qu'eux et je sais à quel point c'est extrêmement compliqué de t'extraire. Extrêmement compliqué quand t'as pas fait les bonnes études. Extrêmement compliqué quand t'as pas été voyager à l'étranger pour apprendre plusieurs langues étrangères, que t'as pas les bons réseaux, que t'as pas les bons contacts. Et c'est pour ça que je dénonce au quotidien le manque d'ouverture de l'écosystème startup. Les gens me détestent dans les startups, les VC me détestent, les autres entrepreneurs me détestent. Il y a des articles, tu trouves sur internet, l'entrepreneur le plus détesté de France, parce que je suis là, moi, pour faire ce que j'ai toujours fait, le barouf. Tu vois, je suis là pour remuer. Je suis là pour être un électron libre qui n'a aucun compte à rendre, en fait, parce que je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai pas peur d'avoir des ennemis. Je n'ai pas peur parce que je ne dois rien à personne. Ça me stimule. Moi, j'aime l'adversité. Et donc, du coup, il faut des gens comme moi qui viennent pour brasser, tu vois, qui viennent remuer et qui viennent dire attention, il va se passer des choses. Je suis impatient de voir tout ça, franchement. Et si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je serai présent. Juste pour revenir sur le recrutement, tu as une grosse énergie. Comment ça se passe pour ton board de direction ? Ils osent te dire des choses ou pas ? Ouais, on est hyper proches et on a réussi, je pense, à créer un lien qui est assez sain. Mais ils arrivent à te faire du feedback en te disant là, Ouais. t'abuses. Ouais, ils me le disent. Et Ils ont peur que tu sortes la hache. Non, parce que vraiment, je sais pertinemment que la réussite de Feed dépend de nos équipes. Si tu veux, moi, je suis aujourd'hui le porte-parole, je suis un peu le leader de la boîte, je mets cette énergie, j'essaie au quotidien de montrer l'exemple, de coacher. Mais la réalité, c'est que c'est plus moi qui suis dans les sujets opérationnels. Et si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, Feed sera un échec.
C'est pour ça que j'ai incentivé toute la boîte, et tout le monde devrait le faire. J'ai donné l'équivalent de 4 ans de salaire en BSPCE. C'est-à-dire que chaque personne qui a un CDI chez Feed a l'équivalent de 4 ans de son salaire en part de la société. Et si on multiplie la valo par 10, ça équivaudra à 40 ans de salaire. Donc si tu veux, les gens comprennent qu'ils ne vont pas s'enrichir avec leur salaire, qui est là pour payer leur loyer, leur bouffe, les frais du quotidien. C'est important, il ne faut pas le négliger. Pour autant, ce sont des entrepreneurs. Moi, j'ai 0 salarié, tu vois. J'ai que des associés. Et donc, mes salariés, entre guillemets, légalement, c'est des salariés, mais psychologiquement... Tu dis c'est progressif sur 4 ans, en fait, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui gagne 50 000 euros... Je veux dire, à partir de quel moment tu débloques tes parts ? Pour être un exemple très chiffré, concret, quelqu'un qui gagne 50 000 euros chez Feed, on lui donne 4 ans, donc on va lui donner 200 000 euros de part de la société. Sur la valeur actuelle ? Sur la valeur du dernier tour de table de la société, donc le dernier événement de liquidité qui est une levée de fonds. Et si on arrive à multiplier la valeur par 10, ça fera 200 000 fois 10. Quand on a commencé au début, on faisait des vestings sur 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il fallait rester 3-4 ans dans la boîte pour avoir l'intégralité de tes BSPCE. Là maintenant, on est en train d'accélérer la cadence parce que j'ai des objectifs en tête bien précis. C'est sur 2 ans. C'est-à-dire que tu rentres chez Feed, si tu fais tes 2 ans, tu as l'équivalent de tes 4 ans. Donc c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on travaille en 2 ans, tu peux avoir l'équivalent de 4 ans de salaire. Donc là, si tu veux, quand je parle avec eux et que je leur dis il faut avancer sur ce sujet, ils se disent pas je vais le faire parce qu'Anthony me le demande. Ils disent je vais le faire parce que la boîte va faire plus de chiffres et que je vais gagner plus d'argent. Donc il faut être super juste dans ton équilibre. Et moi, je ne me considère pas comme un patron, je me considère comme un leader, un coach qui est là pour les pousser vers le haut. Mais au final, je suis à leur service plus qu'ils ne le sont pour moi. Et donc il y a un rapport, tu vois, hyper franc et honnête entre les managers et moi-même qui fait que quand ils ont un sujet, ils viennent, ils l'ouvrent, ils le disent. Ils peuvent mettre des one-to-one comme ils veulent dans mon emploi du temps. J'essaie toujours de rencontrer les profils pour voir si tout va bien dans leur vie, que ce soit perso, business. On est à leur disposition, il y en a, ils sont en train d'acheter un immeuble ou un appart, on va les arranger, on va faire en sorte de pouvoir se porter caution ou de leur arranger un peu le salaire. On va faire ce qu'il faut pour les arranger, tu sais, on est entre potes en fait. Et vraiment, c'est ça, il y a une notion d'amitié quasiment. Pas de famille, parce que tu vois, famille, ça fait un peu bullshit, on n'a pas de lien de sang, donc c'est pas une famille, mais une équipe de sport professionnel, pour rebondir encore sur Jordan tout à l'heure. Chacun est à son poste. Et parce que chacun est au max de son poste, quand quelqu'un a une faiblesse, comme dans un des épisodes, il y en a un qui fait un match alors qu'il est un peu fatigué, mais les autres sont là pour le supporter et ils arrivent à compenser cette fatigue. Et ben nous, c'est pareil, quand il y en a un qui va mal, il faut qu'ils le disent. Et parce qu'on est au courant que le product manager, pendant 3 semaines, ça va être compliqué parce qu'il vient de perdre sa mère, et ben tout le monde va être là pour l'aider et faire un peu de son travail, tu vois. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que tu vois cette agilité et cette énergie bienveillante qui est en interne, qui est ultra fédératrice et qui est ultra créatrice. Du coup, là, tu disais, tu recrutes sur le côté un peu, tes tripes. Vu que là, les gens, en plus, ils ont des parts de ta boîte, à quelle vitesse tu te dis, bah là, en fait, ça va pas, il faut qu'on arrête tout de suite. Quand je le sens pas, je coupe très vite. Mais c'est quoi, en fait, que tu regardes et que tu attends pour te dire... Parce qu'en fait, les difficultés, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est que surtout quand tu es dans l'urgence et que tu as un problème à gérer, tu peux facilement te dire « Allez, je prends parce que c'est mieux que rien, en fait. » Et avec ce raisonnement-là, tu peux vite te créer une entreprise avec plein de profils moyens. Comment tu gères ce truc-là, surtout à la vitesse à laquelle vous voulez croître ? Je ne prends que des gens en qui j'ai confiance à 100%. Si j'ai un doute, je recrute pas. Ce que j'ai pu observer maintenant avec ma petite expérience pour avoir recruté quand même pas mal de monde, c'est que les entretiens, c'est une vraie base de décision. Néanmoins, la réalité, elle est sur le terrain, sur la zone de combat. Tu as plein de militaires qui peuvent être super bons en théorie. Et quand ils sont sous le feu des balles, ils partent en courant et ils laissent le groupe, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui reste sous les balles, concentré et qui protège son groupe, tu vois. Et ça, tu ne le vois qu'au quotidien du travail. Donc, je mets des doubles périodes d'essai, moi, pour tout le monde. Je regarde ce qui se passe. Et si la personne est à 200%, on la garde. Si je vois que c'est des skills qui manquent, je la conserve parce que je sais qu'on va lui payer une formation, lui payer un coach, elle va y arriver. Mais l'envie, le courage, la fidélité, la loyauté, ces valeurs qui pour moi sont fondamentales, et ça s'explique par l'histoire de ma vie, je ne peux pas passer outre. Et tu le vois comment, par exemple, c'est quoi les trucs qui te font dire, putain, elle est déterminée là ? Sur des détails, mais les yeux qui brillent, le matin, c'est à l'heure, le soir, ça travaille dur, elle est perfectionniste. Quand elle t'envoie quelque chose, c'est bien fait, elle est à l'écoute. C'est du feeling, tu vois, il n'y a pas un truc en particulier, mais c'est de l'implication de manière globale. Tu vois vite les gens qui sont faits pour réussir, et ça, c'est ma grande force. Vraiment, c'est une chance incroyable, c'est que je suis éponge énergétique. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, je peux immédiatement savoir ce qu'il a au fond de lui et ce qu'il doit devenir, plus vite que la personne en général. Et j'adore quand je rencontre des profils avec du gros potentiel, mais qui ne le réalisent pas encore, les pousser. Et je leur dis pas, parfois je les recrute et je sais que ça va être des personnes incroyables. Et il y a des exemples comme ça chez Feed, des gens qui
arrivaient un peu timides, mais qui avaient un potentiel exceptionnel. Et ces gens-là, quand tu les prends comme des diamants bruts, que tu les façonnes et que tu les pousses à se réaliser et à rayonner et qu'ils arrivent à émerger, là, c'est un kiff incroyable parce que au-delà de ton business et de ce que tu as apporté à la boîte comme valeur, tu déclenches un destin. T'as quel style de leadership, toi? Justement, on a plein d'exemples. On a du Steve Jobs qui est très connu aujourd'hui comme étant très dur. On voit d'ailleurs Michael Jordan qui, pareil, il est dur avec son équipe. Toi, t'es comment justement quand tu dis ce gars-là ou cette nana-là, il a un potentiel, mais là, peut-être il donne pas tout. Ça ressemble à quoi? Je suis bienveillant avec l'humain, mais dur avec les faits. Donne-moi des exemples. Imaginons, on travaille ensemble et bon là, je joue pas à 100%. Ça va se passer comment notre discussion? Je vais d'abord essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'humain. On a tous des histoires compliquées. Donc je vais parler avec toi. On le fait. Juste, tu vas aborder comment? Tu vas me dire quoi en fait? Je vais te demander de me raconter ce qui se passe dans ta vie. Je vais te dire, voilà, explique-moi ce qui est en train de se passer. Je vois que tu as une énergie qui est à 200%. J'avais plus confiance en toi et j'attendais plus de toi que ce que tu es en train de donner. Mais parce que j'ai cru en toi à un moment, je vais me faire confiance à ma première intuition et je veux que tu m'expliques cette situation. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu ne rayonnes pas au point que je l'attendais. Et si la personne a une bonne raison, je vais essayer de la pousser vers le haut et de lui redonner confiance parce que je suis persuadé que avoir un regard bienveillant sur toi, c'est la clé de la réussite. Et c'est ce que j'essaie de reproduire au quotidien avec les équipes. Moi, j'ai des parents qui m'aimaient pas, j'avais pas de famille, ou en tout cas, j'étais pas en lien. Tout le monde savait ce qui se passait à la maison, que le père était violent, personne n'intervenait parce que tu vois, c'est très humain de pas vouloir se mélanger aux problèmes des autres. Et donc, du coup, c'est moi, quand j'étais jeune, qui ai dû un peu mettre le haut-là de la situation. Et en fait, il va y avoir un mort. Je dis soit, moi, je vais le tuer, il va me tuer, il va y avoir un problème, tu vois. Il va y avoir un vrai souci. Et donc, bon, ma mère a divorcé un peu de force et personne ne s'en est mêlé. Et donc, c'est à l'âge de 18 ou de 19 ans, non, 20 ans plutôt, que je rencontre une fille pour la première fois. Enfin, j'avais eu d'autres filles avant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se passe un truc avec cette fille. Et un soir, elle me regarde dans les yeux et elle me dit, tu sais, je pense vraiment que tu vas faire quelque chose d'exceptionnel parce que tu es quelqu'un d'intelligent et que je crois en toi. Et avec cette phrase, Mélanie, qui bosse toujours chez Fit d'ailleurs, on est hyper proches et c'est devenu une amie depuis. Et c'est, je pense, la personne la plus importante, tu vois, de ma vie. C'est une sorte de partenaire. Ça va au-delà de la relation. C'est quelque chose d'inexplicable. Tu vois, c'est un parcours de vie qui fait qu'on se stick à un moment où tout va mal, dans sa famille comme dans la mienne, et on s'accompagne, on va réaliser des choses exceptionnelles. Cette femme-là, Mélanie, m'a apporté un regard bienveillant qui a changé complètement mon paradigme, complètement ma manière de voir la vie. Parce qu'au début, j'étais seul à croire en moi, mais tu sais jamais si c'est que tu te surestimes ou si tu as raison. Quand tu as une deuxième personne qui te le dit, tu dis il n'y a plus de hasard et j'ai des comptes à rendre à cette personne. Elle a cru en moi et je vais lui montrer qu'elle avait raison. Et en fait, ce regard bienveillant qui va déclencher un destin, j'y crois profondément. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes profils. Quand je parle avec eux, je veux comprendre ce qui les anime. Je veux savoir quel est leur combat. Et il y a des gens qui, en entretien, me disent des trucs de ouf. Ils me racontent qu'ils ont été attouchés par leurs parents, qu'ils ont une revanche à prendre sur un prof qui les a frappés, qui a dit qu'ils n'arriveraient jamais. Des vraies fêlures. Et là, il n'y a plus de notion de classe sociale. C'est des histoires de vie. Quelqu'un a une revanche à prendre. Et là, j'interviens. Et là, je vais voir ce que les autres ne voient pas. Je vais sentir le diamant, mais qui est rempli de poussière. Tu vois, les autres personnes ne le détectent pas. Je vais prendre le cheval fou qui court dans tous les sens, mais je vais voir son potentiel. Je vais le brosser dans le bon sens. Et je vais dire, je vais te mettre des œillères, cours vers là-bas et atteins ton objectif. Donc, je prends toujours du talent à l'état pur, mais qui n'est pas maîtrisé, et je l'emmène dans la bonne direction. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes équipes. Donc, quand quelqu'un va mal, je dois avant tout comprendre son histoire. Et quand j'ai bien saisi son histoire, là, je sais comment appuyer et la pousser vers le bon sens. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a du recrutement qui se fait sans que toi, tu sois dans la boucle. C'est le cas? Je suis toujours là en dernière stade. En fait, je ne peux pas laisser ça. Je l'ai fait à un moment, j'avais une RH et j'ai coupé parce qu'en fait, on perdait de mon ADN. Et c'est horrible à dire et c'est pas que je suis prétentieux ou quoi que ce soit, mais n'importe quel fondeur devrait faire ça, au moins jusqu'aux 500 premiers employés, je pense. Ce que tu recherches, toi, t'as beau poser des brands de plateforme, expliquer tes valeurs, tes promesses, il y a des trucs que tu peux pas expliquer. Ton feeling tout au fond de toi, tu vois, des trucs perso. Et quand tu connectes avec quelqu'un, c'est de l'humain. Tu peux pas le déléguer. J'ai besoin de voir les profils qui vont travailler avec moi, non pas parce que je veux les asservir ou parce que j'ai pas confiance en eux, mais parce que je veux raconter quelque chose. Et là, je l'ai fait encore vendredi. Il y a un nouveau qui vient d'arriver. Il est au SAV, au Customer Care. C'est un poste pour moi qui est crucial. Et pourtant, tu vois, il y a certains diraient, il répond juste au téléphone. Mais c'est hyper important pour moi parce qu'il est au contact du client. Donc, je veux qu'il fasse transpirer la marque. Je veux qu'il remonte des feedbacks. Je veux qu'il soit force de proposition avec le chef de produit, avec le marketing. Je veux qu'il soit
un point central de l'organisation. Et ben je l'ai rencontré, premier jour, et j'ai passé 1h30 avec lui, comme je le fais avec tous les nouveaux, parce que je veux qu'il comprenne mon combat. Et je vais lui raconter des trucs hyper perso. Et j'attends de lui qu'il me dise aussi des trucs hyper perso. Et là, on crée quelque chose. Et donc le mec, premier jour, il parle avec le fondateur, il comprend l'histoire, il rentre chez lui, il en parle avec ses amis. Il n'est pas juste rentré dans un grand groupe qui lui a donné un CDI à signer. Il a rejoint un bateau viking qui est en train de ramer pour aller conquérir de nouveaux territoires, tu vois. Une question par rapport au recrutement, entre le côté séduction qu'il peut avoir de je veux vendre ma boîte, je veux vendre le projet, je veux vendre l'aventure entrepreneuriale, et de l'autre côté, je veux pas non plus, entre guillemets, trop vendre parce que je veux les bons profils et je veux aussi que qui on est, quelque part, ça élimine naturellement ceux qu'on veut pas. Comment vous y prenez justement pour à la fois dire voilà, on est la boîte hyper sexy, il faut venir travailler avec nous, et en même temps, que ça repousse bien, correctement ceux que tu veux pas. Comment tu t'y prends là-dedans, même dans un entretien? L'authenticité, encore une fois, il faut être soi-même, il faut dire ce qu'on a vraiment au fond du cœur, même si c'est clivant. Et Feed, on sait qu'on est aimé ou détesté. C'est une boîte qui est clivante de par son produit et de par son histoire. Le produit, c'est un remplacement de repas, entre guillemets, en bar, en bouteille. En France, on aime se mettre autour de la table pendant des heures, parler avec ses amis, et les gens pensent qu'on est là pour révolutionner la food et leur faire oublier leurs habitudes alimentaires, alors que c'est faux. Nous, on est juste là pour offrir une option, une alternative de manière ponctuelle. Aucun de nos clients mange 3 fois par jour du feed. Il va en prendre 1 ou 2 fois par semaine quand il est pressé, qu'il est dans un train, dans un avion, qu'il est au bureau, qu'il va à la salle de sport, qu'il est en retard le matin, tu vois, ce genre de choses. Donc le produit de base est clivant, le storytelling est clivant, le fondateur est très clivant. Moi, il y a des gens qui me détestent, mais il y a aussi des gens qui m'adorent. Et le fait d'être authentique me permet de filtrer les gens naturellement et de savoir que ceux qui vont nous rejoindre, en général, ils ont regardé nos interviews, ils ont écouté nos podcasts, ils ont lu nos articles, ils savent très bien où ils mettent les pieds. Et vraiment, on gagne un temps fou, en fait. On gagne un temps fou parce que j'ai pas souvenir d'avoir en entretien quelqu'un qui me dit ah ben moi, voilà, mes valeurs, c'est de faire la sieste, moi, j'aime prendre mon temps, je suis pas trop ambitieux. Non, j'ai vraiment que des combattants. Et ce qui est exceptionnel, c'est que je vais taper dans la masse, en fait. Je vais chercher le mass market. Encore une fois, les élites ne m'intéressent pas. Les élites, c'est mon combat d'aller les chercher, d'aller les secouer, d'aller les remuer. Moi, je veux piocher dans le peuple. Et parce que c'est dans le peuple qu'il y a la haine. Et c'est dans le peuple qu'il y a l'envie de s'extraire. Et tu vois, quand tu racontes à quelqu'un « j'avais rien », tu peux pas faire. Honnêtement, en France, c'est difficile de faire pire que moi. Tu vois, alors il y a des pays où on est bien loti par rapport à certains pays. Mais en France, vu où j'ai grandi, ce que j'ai fait et ce que j'ai traversé, c'est difficile de faire pire que moi. Et si moi j'ai réussi, tu peux le faire aussi en fait. C'est la preuve par l'exemple qui manque énormément en France. Il y a très peu de founders où tu te dis « ouais, ils sont partis de rien, ils ont réussi, ils racontent une belle histoire ». Il y en a peu. Et c'est pour ça que c'est important, les mecs comme toi, tu vois, qui racontent des histoires, qui interviewent des personnes qui vont être témoins que c'est possible. Parce que si tu n'y crois plus, ça donne le mouvement des gilets jaunes. Pourquoi les gilets jaunes ? Parce que les gens n'ont plus d'espoir en fait. Et je les comprends. Depuis tout petit, on leur dit qu'ils pourront jamais réussir, ils peuvent pas se payer les grandes écoles parce que c'est trop cher. Quand ils ont fait une école normale, on leur dit qu'ils vont travailler pour avoir un SMIC. Et à côté de ça, il y a des gens qui se gavent, qui sont dans une opulence aberrante, tu vois. Et on te dit, c'est ça le monde dans lequel tu vas évoluer, faire des enfants. Perdu pour perdu, je casse tout en fait. Non mais tu vois, et heureusement, je le dis souvent, heureusement que j'ai réussi. Heureusement que j'ai cette chance d'avoir gagné de l'argent, heureusement que j'ai cette chance d'être sain, et heureusement que j'ai cette chance d'avoir rencontré Mélanie, parce que j'aurais pu très mal tourner. Et si un mec comme moi tourne mal, c'est dramatique la fin de l'histoire. Est-ce que tu veux des enfants ? Je me demandais si tu voulais des enfants, tu vas les mettre dans la rue, tu vas t'y prendre comment là pour arriver à créer chez eux cette force ? Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour moi parce que ce que j'observe, c'est que mes amis riches n'ont pas le même goût de la réussite que moi parce qu'ils ne réalisent pas à quel point c'est important et ils ne réalisent pas à quel point c'est dur en bas. Il n'y a que quand tu viens du fin fond de l'enfer que tu peux réaliser à quel point tu es chanceux quand tu as un peu d'argent, quand tu peux partir en vacances, quand tu peux t'acheter les vêtements que tu veux, quand tu peux aller dîner dans les endroits que tu veux. Et je trouve que c'est un vrai luxe d'apprécier tout ça. Et j'ai trop de gens autour de moi qui vont à la montagne, dans des chalets incroyables, qui se font des vacances de ouf, qui trouvent ça normal, qui n'apprécient pas. Et je pense réellement qu'ils sont malheureux. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est une chance d'être pauvre et c'est une chance de partir d'en bas. Parce que même si facialement tu as moins d'argent qu'une énorme famille qui est là depuis 10 générations, tu seras tellement plus heureux qu'eux. Pars d'en bas et fais ta réussite. Il ne faut pas être là pour se comparer. Quand je dis qu'il faut gagner, c'est gagner contre toi-même. En fait, ton seul ennemi, c'est pas tes concurrents, c'est pas le marché, c'est pas les VC, c'est toi, c'est ton ego, c'est ta peur, c'est ton incapacité à travailler, à être régulé.
ton incapacité à regarder en face tes faiblesses et tes forces, tu es ton seul ennemi. Donc des enfants, c'est compliqué pour moi parce que en même temps, j'ai pas envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu parce que c'est très dur. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourront pas survivre. Honnêtement, je pense que tu donnes mon parcours à pas mal de monde, il y a un paquet qui reste sur le tas, quoi. Tu vois, vraiment, j'étais dans des situations très très compliquées. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de les pourrir gâter parce qu'ils apprécieront rien et je veux qu'ils aient leur propre envie, leur propre destin, leur propre envie de se dépasser. Donc j'ai pas encore décidé quelle stratégie j'adopterai avec eux et c'est pour ça que honnêtement je serai pas prêt en tout cas à le faire, et quand je le ferai bien. Tu vois, ça veut dire que j'aurai écrit des trucs, j'écris beaucoup moi, tu vois, tu auras fait un camp fais des notes type GIGN. Exactement. Il faut se retrouver en simulation tous les jours. J'aurais fait un truc de ouf. Vraiment, j'organiserai ça. Elon Musk ou Steve Jobs? C'est dur, les deux sont très forts. Comme ça là. Je dirais Elon Musk parce qu'il a touché à plein de verticales, alors que Steve Jobs est resté quand même sur son délire d'ordi et tout, et c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Mais Elon Musk est quand même en train de changer l'histoire, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que le mec est toujours entre le génie et la folie, mais le génie ne se définit qu'à l'aune du succès. Donc le mec de WeWork, on dit que c'est un alcoolique qui fait n'importe quoi parce qu'il a échoué. S'il avait réussi, tout le monde aurait dit c'est le génie d'une génération. Elon Musk, il a failli échouer plusieurs fois, mais en attendant, il y arrive. Il a ses déboires comme tout le monde, mais ce qu'il est en train de faire est incroyable. C'est fou, ouais. Netflix ou Disney? Netflix, sans le moindre doute. D'une, parce qu'il y a du documentaire, on apprend des choses et je trouve que c'est hyper important. Et c'est quelque chose qui vient craquer complètement la télé. Depuis tout petit, j'avais cette frustration qu'on m'impose le timing de mes émissions que j'aime bien, tu vois. Et ils ont craqué le truc et ils ont réinventé Netflix. Alors que le mec qui a fait Netflix, c'était un mec qui louait des DVD à la base, qui faisait les machines qui avaient tous fait faillite parce que quand Internet est arrivé, t'allais plus louer ton DVD. Et au lieu de se plaindre et de se dire « Oh ben voilà, le business est tombé, j'ai une crise, Internet, ça a tué mon business », mais il a repensé son business, il a été agile alors que plein d'autres sont restés sur la paille. D'ailleurs, là, je suis en train de lire un bouquin qui est trop cool qui s'appelle No Rules Rule. Et ça me faisait penser à toi là tout à l'heure parce qu'en fait, ils expliquent à un moment donné qu'ils sont en pleine crise. C'est vraiment la merde. Et du coup, c'est là qu'ils vont décider de licencier, je crois, 40% de la boîte. Et c'est de là, en fait, va naître une notion chez lui qu'il appelle talent density, donc la densité de talent. Et se rendre compte au final qu'en ayant enlevé les 40% de la boîte, il a peur parce qu'il se dit merde, le matin, ça va être... ils vont tous m'en vouloir, les 60% qui restent. Et en fait, il se rend compte dans les semaines qui suivent que les 60% qui restent, qui sont les plus talentueux, les plus ambitieux, ils bossent plus longtemps, ils bossent plus, il y a plus d'énergie, il y a plus de créativité, il y a plus d'enthousiasme. Il y a des projets qui bloquaient, qui se mettent en route. Et en fait, voilà, depuis, il est devenu obsessionnel sur non pas seulement avoir des talents, mais avoir une proportion de talent qui est hyper élevée. Je suis d'accord, c'est exactement ce que moi j'ai vécu suite à la grosse coupe que j'ai faite pendant le Covid. C'est plus efficace maintenant et c'est complètement contre-intuitif. On est moins nombreux, mais on fait plus de choses. C'est incroyable. Il faut pas faire la course au recrutement, c'est vraiment un gros piège. Jordan ou Ali? Là encore, c'est dur, hein. C'est vraiment les icônes incroyables. Je vais dire Jordan parce qu'il avait en plus ce côté leader, plus proche de l'entrepreneuriat. La boxe, c'est un sport un peu plus individualiste, on va dire. Et Jordan, c'est incroyable quand tu regardes le reportage sur Netflix, à quel point tu vois qu'il arrive à fédérer toute son équipe et que c'est quand il arrive à être un vrai leader qu'il embarque tout le monde. Quand il est juste excellent mais un peu solitaire, l'équipe en pâtit. Et quand il est à la fois excellent et qu'en même temps il est leader, ouais, c'est trop tout beau change. Ça, et ça, clair. c'est exceptionnel. Ouais, c'est clair. C'est quoi, pour terminer, le conseil qui est donné beaucoup aux entrepreneurs qui, tu penses, est mauvais en soi? Un conseil très populaire dans la startup nation, l'entrepreneuriat. Et tu te dis avec du recul, ok, il a peut-être du sens, mais en fait, non, c'est pas le bon conseil. Ce serait le fait d'être trop théorique, de trop réfléchir à son business plan, de projeter, d'étudier trop le marché. Ça paraît logique parce qu'au final, évidemment, tu vas pas faire un marché qui fait 50 millions d'euros mondialement où il n'y a pas un gros potentiel de sortie. Mais ne passe pas trop de temps à réfléchir, ne passe pas trop de temps à itérer, teste ton marché. Et il vaut mieux faire ce qu'on appelle un startup founder, donc c'est-à-dire une startup qui n'a pas vocation à lever des fonds, où tu vas faire peut-être que 10 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais tu n'as pas d'actionnaire, tu es tout seul et tu vas pouvoir te verser des grosses dividendes, plutôt que de rentrer sur un marché qui fait des centaines de milliards, mais où tu vas devoir lever des dizaines ou centaines de millions d'euros et il te restera 5% d'equity après tes fundraisings. Et du coup, ouais, super, tu auras bossé pendant 10 ans pour potentiellement prendre une toute petite part d'un gâteau qui ne sera pas forcément gros, tu vois. Donc le conseil, c'est lance-toi vite, fais des business qui te passionnent. T'as pas besoin d'être un expert de ta verticale. Moi, typiquement, tu vois, je suis pas nutritionniste, ingénieur agroalimentaire. Mais par contre, je fais du business depuis que je suis tout petit.
Je sais comment générer de l'argent, je sais quand un business model est viable ou pas, et ça m'a permis de pas me mettre de barrière et de pas me dire c'est pas possible de faire un repas si on met dans une barre ou dans une bouteille. Donc sois juste passionné, trouve un véritable sens à ce que tu fais, trouve une mission et encore une fois, fais en sorte que ta boîte soit un outil, une arme pour réaliser tes propres rêves. C'est bon ça. J'ai juste une question aussi, vu que vous avez fait plein de tests, est-ce qu'il y a un changement que vous avez fait qui s'est avéré hyper fructueux pour vous? C'est-à-dire qu'en gros, un truc où l'effort que vous avez investi, il était complètement décorrélé des résultats. C'est-à-dire que tu changes ça et d'un coup, ça se met à exploser. T'as un exemple comme ça? Ouais, et c'est super intéressant parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est l'impact social que tu vas avoir autour de toi. On a créé une fondation qui s'appelle Feedback et ça a repensé notre manière de faire du marketing. On dépensait énormément d'argent, nous, sur Facebook. On dépensait 1 million par mois début 2019 pour faire des ads, donc du contenu sur Facebook, Instagram, etc. Avec un ROI qui était pas dégueu, mais tu vois, c'était quand même très spammant. Tu racontais pas grand-chose. C'était achète mon produit. Et on a vu que ça lassait les gens. Et en fait, plus on a réfléchi à ce qui nous animait et à cette vengeance sociale, à cette envie de se dépasser, plus on a réalisé que c'était important de le mettre en œuvre à la fois pour l'équipe, mais aussi pour les clients. Et on a lancé cette fondation Feedback où on va mettre 1% de notre chiffre d'affaires chaque année dans des projets de jeunes qui n'ont rien, qui sont vraiment malchanceux avec le destin. Soit ils sont handicapés, soit ils sont immigrés, soit ils viennent d'une famille violente, quelque chose qui fait écho à mon histoire personnelle. Et ces gens-là, on va les aider, on va les financer. Le seul truc qu'on leur demande, c'est d'avoir un rêve très fort, très puissant. On veut pas un petit truc en mode je veux faire du foot et m'épanouir dans le football. Non, on veut que tu nous dises je veux jouer au Real Madrid, je veux être le meilleur joueur, je veux être meilleur que Ronaldo. Ça nous excite. On veut des gens qui rêvent grand malgré leur histoire. Et le fait d'avoir mis en place cette fondation, ça a donné du sens à notre travail au quotidien pour l'équipe. Parce que l'équipe, quand ils se lèvent le matin, ils comprennent qu'ils sont pas là juste pour vendre des bars, des bouteilles, mais un rêve, un espoir, tu vois. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond, donc ça fédère. En externe, c'est hyper intéressant parce que c'est du marketing et au lieu de dépenser de l'argent sur Facebook, on dépense de l'argent pour aider des jeunes et ça nous permet d'expliquer la mission de feed. Donc les gens comprennent qu'en fait, quand tu manges du feed, tu le fais pas que pour toi ou pas que parce que le cahier des charges est bon, parce que au niveau de l'environnement c'est intéressant, parce que c'est vegan, sans gluten, sans lactose, que le packaging il est ultra écolo, qu'il est recyclé, recyclable. Tu le fais parce que ça a un impact sur les autres, en plus de te mettre un boost au quotidien. Et ça a aussi un impact sur moi, très égoïstement, et c'est pour ça que je le fais aussi, et que j'adore travailler dans cette fondation, parce que ça me rappelle d'où je viens. Et il faut surtout pas que je m'embourgeoise, il faut surtout pas que je déconnecte de ma réalité. Et quand je vois des jeunes qui sont dans la souffrance, comme je l'étais à l'époque, ça me rappelle et ça me fait une piqûre vraiment incroyable en mode souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi pourquoi tu te bats et surtout ne tombe pas dans le luxe et l'opulence parce que des jeunes vont te dépasser. Et sentir cette énergie-là, c'est hyper cool pour moi. Et vraiment, c'est quelque chose d'intéressant et ça te donne envie de te battre. Et c'est ce que je disais l'autre jour. On avait un atelier et quelqu'un disait « Ouais, moi j'y crois pas trop ». Je disais en fait, je profite de ce passage pour expliquer à l'avance parce qu'une fois que c'est fait, c'est facile. Tu vois, qu'aujourd'hui je te dise « Feed, ce qu'on a fait, c'était facile ». Moi, je te dis ce qui va se passer dans 2 ans. C'est là où c'est intéressant. Je passe le message à tous ceux qui ont douté de Feed, que ce soit les concurrents, le marché, ceux qui n'y croyaient pas. Feed va faire quelque chose de fou dans les 2 ans qui arrivent, seulement parce qu'on l'a décidé. Et tous ceux qui ont osé douter s'en voudront. Parce que je vais montrer à quel point une équipe de jeunes déterminés peut soumettre le destin par sa propre volonté. Et ça va être quelque chose d'incroyable parce qu'il y a des gens qui viennent d'en bas, qui n'ont même pas le bac, dont personne ne pensait qu'ils allaient faire quelque chose d'intéressant, qui ont rejoint cette équipe. Et cette énergie-là mélangée, parce qu'en même temps, on a des mecs d'HEC, en même temps, on a des riches, en même temps, on a des pauvres. On a tout, mais tu vois, c'est vraiment ultra hétérogène. Cette équipe-là va générer quelque chose d'exceptionnel dans les 2 ans et je suis impatient qu'on puisse en reparler. C'est bon ça.